Bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée au patrimoine sartois. Plus belle ma Sarthe ce soir et les braquets sur le village de Vallon-sur-Gers, un village que nous avons pu découvrir grâce à de superbes images de notre ami Étienne. Le moment est venu de vous présenter nos invités ce soir. Joannick Chevreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission au parc Normandie-Maine. Bonsoir. Serge Bertin, notre spécialiste du patois, oui, membre de l'association ELA, et qui nous a préparé un petit texte de Derrière les fagots. Julien Canal, bonsoir. Bonsoir Bruno. Pilote de course, pilote des 24 heures du Mans, et qui est ce soir là parmi nous pour nous parler de karting, surtout avec ses deux fils que l'on retrouvera dans la troisième partie de l'émission. Voilà. Et puis Pascal Mariette, avec lequel nous allons revenir sur ce doux et charmant village verdoyant de Vallon-sur-Gers, n'est-ce pas? Oui, il est très verdoyant et surtout, il a beaucoup de monuments historiques. Il en a au moins 4. Alors, on va commencer par une première chose, mais qui n'est pas un monument historique, mais qui est l'histoire de la commune. On va remonter loin dans le temps, puisque c'est la partie la plus ancienne. C'est la fameuse motte féodale, qui, donc, le premier bourg s'est développé autour d'une motte féodale. Alors, généralement, il y avait la motte, avec un fossé et puis une basse-cour, où la basse-cour, il y avait évidemment le seigneur avec sa cour, si on peut dire. Et ce fossé devait être en eau, puisque la Gers passe pas loin. Et donc il reste cette motte en plein cœur du village, juste avec une croix aujourd'hui et puis une petite, comment on va dire, un petit oratoire en dessous. Et puis juste au dos, eh bien, on voit l'église qui était à sa base au départ, eh bien, la petite chapelle, la première chapelle qui était au pied de cette motte. Et puis pas très loin de la motte, donc évidemment on voit le petit oratoire qui est sous la motte. Et puis un petit peu plus, voilà ce que représentait une motte féodale à peu près au 9e siècle, hein, c'était une tour en bois. Donc on creusait un fossé et puis on remontait la terre. Alors il y en avait plein dans le Maine, hein, il y en a plus de 400, à peu près, il y en avait à peu près 400 dans la Sarthe, hein, ce qui est quand même important. Et puis pas très loin, eh bien, peut-être là, l'endroit où il y avait la basse-cour, on a cette très belle maison du 15e, 16e siècle que vous pouvez voir. Et puis il y a un étang aujourd'hui où il devait y avoir tout un système d'irrigation autour de cette motte. Donc très beau bâtiment, on est là. Et puis juste derrière, donc, on voit cette église classée au monument historique depuis 1932. Alors évidemment, ce qui est le plus intéressant, ce qui est au dos, c'est le chœur, parce que c'est un des premiers chœurs, c'est du passage du roman au gothique, et c'est un des premiers chœurs qui part en 3 pans et dans le Maine. Je vous conseille de visiter cette église, elle est assez imposante. C'est vraiment un endroit intéressant aussi. Donc le cœur de ville est riche. Et un petit peu plus loin, donc on va quitter l'église Saint-Pierre-Saint-Paul et je vous conseille d'aller voir aussi un moulin. Il y a le moulin de l'Arche qui est intéressant, qui est du 15e, qui est de base du 15e siècle, sur la Gers. Et je le trouve assez mignon, ce moulin. Ça ne ressemble pas au moulin qu'on a traditionnellement, que l'on voit au bord de la Sarthe ou de l'Huisne. Donc lui aussi, alors là, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit détail du 21e siècle, qui est la clim, qui a été mal posée à mon avis. Mais c'est un endroit qui a quand même, c'est un bâtiment qui a de l'allure. Et qui a été bien rénové, voilà. Visiblement. Ouais. On va passer au patrimoine, alors là je vais dire manoir-château. On va commencer par le manoir de Berru. Alors le manoir de Berru, lui, il est classé monument historique en 1976 et il a été construit par Anne de Champagne, qui est la belle-sœur de Gilles de Rais. Et donc c'est ce lieu dit à des bases du Xe siècle. Hein. Au départ, ça devait être un site militaire, mais c'est évidemment après la guerre de 100 ans, entre 1487 et 1490, que l'on va construire le manoir tel qu'il est aujourd'hui. Et il a quelques références évidemment de maisons fortes. Il suffit de regarder sur la tour, hein, puisque les beaux logis du Maine, généralement, il y avait toujours une tour avec l'escalier en vis qui desservait les pièces. Et là, au-dessus de la porte d'entrée, c'était encore un petit peu fortifié, comme on va dire. Donc, on retrouve les machicoulis juste au-dessus de protection. Donc, joli patrimoine qui est ouvert généralement au moment des journées du patrimoine. Donc, n'hésitez pas à y aller. Alors les fenêtres, évidemment, avec la fameuse croisée qui est la traverse et le meneau. Ensuite, je vais vous parler du château de Chanteloup. Alors celui-là, il est impressionnant. C'est un château qui n'a jamais été terminé, mais qui est inscrit lui aussi au monument historique
Donc c'est un monument historique depuis 1990. Et donc c'est un bâtiment qui est lui beaucoup plus récent que Beru. Il est du XVIe siècle, fin XVIe siècle. Et c'est un château qui a été reconstruit donc à cette époque par un monsieur qui s'appelait Nicolas Prieur, qui était écuyer. Et les fameux prieurs de Chanteloup, c'est le nom de cette grande famille, sont connus depuis sur la commune au moins le XIVe siècle. Mais bref, depuis 1732, le domaine est abandonné et ça devient une exploitation agricole, comme aujourd'hui, c'est toujours une exploitation agricole. Et donc le bâtiment n'a pas subi de grandes restaurations, mais il est vraiment imposant. C'est un bâtiment qui n'a jamais été terminé. Il était prévu vraiment que c'était une aile. En gros, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une aile. Je pense que le propriétaire de l'époque, Nicolas Prieur, avait une vue grandiose. Il voulait avoir un grand château, mais il n'a pas pu se le payer. Et à l'intérieur, il y a une magnifique cheminée. C'est une des plus belles cheminées, je pense, de la Renaissance qu'on est dans le département. On est vraiment dans ces cheminées du XVIe siècle. C'est l'ancienne cuisine qui est décorée avec l'influence de l'art, évidemment, de la Renaissance italienne. Alors là, pareil, je ne sais pas s'ils ouvrent, de temps en temps, ils ouvrent ce château. C'est vraiment un endroit magique parce que vraiment, il est presque dans son jus. On a touché à pas grand-chose. Pour terminer, le manoir de Guiberne, alors là, les propriétaires ont fait un très très beau travail parce qu'il était très abîmé il y a encore une vingtaine d'années. Et là, il y a eu un travail de restauration vraiment admirable. Et donc là, on est sur alors je crois que j'ai mis des photos aériennes pour vous imaginer, parce que là, il y a un grand fossé rectangulaire et au milieu, au départ, il y a la ferme protégée par des douves. Et puis ensuite, il y a le logis avec ses pavillons. Et là, on est donc sur un bâtiment qui est inscrit au monument historique depuis peu de temps, depuis 2011, donc c'est assez récent. Mais donc, on est sur un bâtiment avec des douves. Voilà, on voit les douves, la partie rectangulaire, au milieu le logis, et puis les petits pavillons de chaque côté. C'est vraiment un endroit charmant. Et il y a eu de très très belles restaurations. Sur la photo, on voit que le logis est en cours de restauration. Alors, vous avez le pavillon avant restauration. Donc ça, c'est il y a une dizaine d'années. Et puis aujourd'hui, après restauration. Donc c'est vraiment très, très réussi. Et là, c'est pareil, c'est un bâtiment 15e, 16e siècle. Et donc, les seigneurs de Guiberne ont été mentionnés sur la commune dès le 15e siècle. Donc vous avez avant et après restauration à chaque fois. Voilà, donc je félicite, je dis bien, les propriétaires, parce que vraiment, ils ont vraiment réussi à remettre en valeur ce riche patrimoine du Moyen-Âge. Parfait, merci Pascal. On aura moi aussi appris qu'il y avait plus de 400 mottes féodales en Sarthe, soit autant, sinon plus, que de châteaux et manoirs. Ouais. Tout à fait. Commune. Voilà, la transition est toute trouvée. L'énigme de Pascal. Alors sur la commune, alors évidemment, c'est une commune qui à l'époque, à l'époque où on se déplaçait à cheval et à l'arrivée de l'automobile, il y a un hôtel pour voyageurs qui a existé très longtemps dans cette commune. D'ailleurs, derrière, il y a encore les écuries, etc. Puis après, ça a terminé en boulangerie, je crois, en dépôt de pain. Bref, dans le centre de Vallon-sur-Gé. Et je me demande simplement de deviner quel était le nom. Je sais qu'il y a des gens qui savent quel était le nom, mais le nom de cet hôtel. Alors, je vous propose solution A, hôtel de la Belette. Petit B, hôtel du Cerf. Petit C, hôtel de la Biche. Petit D, hôtel du Canard. Bon, comme vous le faites chez vous, on essaie aussi de réfléchir à cette énigme, les amis. La belette, le cerf, la biche ou le canard? Bon, Julien, je suis sûr que vous avez un petit feeling. Avec le cerf. Avec le cerf. Allez, c'est classique. Le cerf. Serge? Moi, je dirais la biche pour équilibrer un peu les choses. Ma biche. Oui, ma biche. Et Joannick? Il le sait. Ouais, vu que je viens du village de Vallon, c'est vrai qu'il est originaire de peu. Vallon-sur-Gé. Ouais, on va pas. Alors moi, je ne sais pas du tout. Allez, moi, je vais, en tant que palmé, je vais voter pour le canard. Allez. Le canard, c'est pas mal. Ouais. Alors, Pascal? Non, c'est la biche. Et c'est vrai que c'est un hôtel. Et aujourd'hui encore, il y a encore l'écrit sur la façade. Et on est sur la rue de la Biche, je crois, ou place de la Biche d'ailleurs, c'est bien le nom. Et donc ça fait partie de ces hôtels, évidemment, qu'il y avait dans tous les bourgs quasiment. Il y avait des lieux pour dormir et puis des auberges pour les relais de poste, etc. Et derrière, il y a encore tout le système d'écurie. Voilà.
Ça fait partie aussi du patrimoine et de l'histoire des communes. Merci Pascal. Du patrimoine, on passe tout de suite au patois sartois avec Serge Bertin. Bonsoir Serge. Alors bonsoir. Vous allez nous parler d'un certain renouveau, on va dire. Le renouveau, c'est le printemps. Ça y est, le printemps est là. C'est la raison pour laquelle je me suis mis ma cravate printanière. Oui, bravo. Et à quoi voyons-nous, en dehors de ma cravate, que nous sommes au printemps, messieurs? Surtout aux fleurs. Ah oui, et encore. L'époque et Pupus. Ah, il est fort. Hein. On voit qu'il suit nos cours de patois, lui. Et l'époque, c'est de Codon. De Codon, c'est l'époque. Là, il faut que je prenne mes notes, alors. Les jonquilles. Les jonquilles. Les jonquilles, hein, les puputes, c'est les primes verts. Mais il n'y a pas que ça. Non, mais aussi aux oiseaux, comme on dit. Aux oiseaux. Le matin, ils en font un s'appeler potin. Ça veut dire qu'ils en font du sacré raffut, du bruit, hein, du potin. Hein. Et par exemple, on dit aussi du potin, mais aussi un groubardado, qui veut dire un bruit très fort. Mais il a raison, c'est surtout les oiseaux. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des oiseaux. Ne serait-ce qu'en hommage à notre ami Johnny, qui est le spécialiste de la nature. Hein. Et vous dire une chose que vous ignoriez peut-être, c'est que mercredi dernier, c'était la Saint-Joseph. Alors vous allez me dire, mais Joseph, je ne vois pas le rapport. Eh bien si, parce qu'il y a un dicton chez nous qui dit que le jour de la Saint-Joseph, c'est le jour de mariage des oiseaux. C'est là où les oiseaux nichent et commencent à préparer la nichée. Alors donc, j'aimerais vous faire écouter des chants d'oiseaux que j'ai extraits d'une très vieille cassette qui avait été constituée par je tiens à donner son nom, un ornithologue, Jean-Claude Rocher. Et on va écouter un premier chant. Je vous préviens, c'est facile au début. Nous sommes tout oui. Musique. Voilà. Celui qui va nicher dans les nids des autres. C'est le coucou, voilà. Hein, vous savez bien. Oui, merci le coucou. Alors, et là encore, le coucou, il est fertile en dicton. Savez-vous que 5 jours, les 5 derniers jours de mars, d'après le dicton, et les 5 premiers jours d'avril, on sait si le coucou est mort ou en vie. Donc c'est en ce moment. Eh bien, demain, c'est le 26, commence le 5e jour. Donc, mes amis, à partir de demain, vous pourriez entendre le coucou. Et en principe, après le début, le 5 avril, eh bien, si on n'entend pas de coucou, c'est qu'il n'y en aura pas. Hein. Alors, conseil, et tu as bien fait, à partir de demain, emplissez vos poches de billets de banque, de cartes bleues, de carnets de chèques, tout ça dessous, parce que le dicton dit que... Pour être riche toute l'année, il faut avoir de l'argent dans ses poches quand on entend le coucou chanter. Quand on entend le coucou chanter pour la première fois. Il est fort, lui. Hein. Donc, revenons à nos affaires. Deuxième chant, musique. C'est une pie, ça. C'est une pie. Oui, oui. C'est une pie. Hein, que chez nous, on appelle une agace. Et cette pie qui nous agace, justement, hein, et qui jacasse toujours, eh bien, la présence d'une pie est porteuse, là, un peu comme pour le coucou qui annonce la richesse, là, elle annonce des choses. Selon que vous allez voir une seule pie, on dit une pie, un pie, tant pis. Deux pies, tant mieux. Vous voyez, une pie, c'est signe de malheur. Deux pies, bonheur. Alors, quand vous en voyez une, vous avez intérêt à en chercher une deuxième. Mais attention, même si vous voyez une première, si devant vous, elle s'envole vers la gauche, alors là, c'est vraiment mal parti pour vous. La gauche, notre gauche ou sa gauche à elle, à notre gauche. Pas la sienne. Hein. Ouais. Ben, devant vous, si c'est à la droite, vous pouvez encore rattraper les choses. Hein. Voilà. Donc, la pie est porteuse, comme vous allez le voir, beaucoup d'autres oiseaux, de l'avenir. Écoutons un troisième chant, plus délicat. Joannick ? Le pivert. Ouais. Hein. Le pivert. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Et pied, 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 pied. Pied, 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 pied. Oh, pas toi, la pied, qu'est-ce que c'est ? La pluie. Ah. Et mon beau-père... oui, c'est signe de pluie. Mon beau-père, dans le terrain, quand on se promenait chez nous, il dit, tiens, un pivot, parce que ce pivert, c'est le pivot. En patois.
Oui. Un piva, ben, c'est signe d'eau. Hein. Le piva est signe d'eau, le pivert. Hein. Voilà. Encore plus difficile. Sauf pour un... C'est un rapace, ça, non? Ouais. Ah, bien joué. Une buse. Ouais. Ah. C'est une buse qu'on appelle chez nous une bondrée. Et là encore, allez donc savoir pourquoi, en patois, donc la buse, c'est une bondrée, mais aussi, ça désigne une femme dévergondée. Je ne vois pas le rapport entre la buse et la... Mais on passe à la suivante. Le jet. Le jet, bravo. Hein. Ce côté un peu criard, hein. Bravo, il est... Et le jet, chez nous, on l'appelle un rocco. Un rocco? Un rocco. Et le rocco, eh bien, sachez qu'un homme comme Roger Verdier, par exemple, qui était un éminent érudit sartois, il a créé une association dans les années 50 qui s'appelait l'Oraco, et il a créé une chanson qui s'appelle la chanson du rocco. Pardonnez-moi, les paroles, c'est pas d'une poésie extrême ou d'une philosophie avancée, mais c'est un rocco, ça qui est bio, ça qui a des belles piums. Un rocco ben plus bio qu'un crapio, chantons mon rocco. Je ne l'ai pas chanté trop fort quand même. Et pour terminer cette intervention, le dernier chant. Hirondelle? Non, c'est un petit oiseau. Plutôt un petit rouge-gorge. Un rouge-gorge. Génial. Incollable. Le rouge-gorge. Et chez nous, un rouge-gorge, on appelle une bezou. Et là, un oiseau familier dans nos jardins. Hein. Et je voudrais vous dire une chose, c'est que chez moi, il y a un rouge-gorge qui vient régulièrement. Quand je bêche, quand je jardine, toujours là, devant moi, je m'approche, il se sauve, il est derrière. On a l'impression qu'on joue ensemble. Et depuis quelque temps, avec ma bezou, on est devenus copains-copines. Hein, on se connaît maintenant. On a discuté, et maintenant je crois pouvoir vous dire que je comprends la langue bezou. Je la parle mal, hein, mais je comprends. Et vraiment, que le diable vous emporte si je mens, hein, je comprends bien, et elle m'a raconté, cette bezou, une adorable histoire, une légende merveilleuse. Oui. Vous voulez la connaître? Ah bah oui, bien sûr. Eh ben, ce sera la semaine prochaine. Mais Ah bah avec plaisir. Alors donc ça veut dire qu'on vous retrouvera voilà. pour la suite de ce feuilleton oui. hyper bucolique. On y reviendra d'ailleurs dans un instant avec Joannick justement. Merci en tout cas Pascal. Pardon, notre ami Serge. Il est troublé par J'étais encore avec Pascal. Mariette est dans le patrimoine. Merci Serge en tout cas pour ce joli texte et on a appris plein de choses grâce à vous. Et c'est vrai que ça a permis de raviver tous ces noms d'oiseaux. Bien évidemment que Joannick est un spécialiste. Merci en tout cas. On se retrouve dans un instant pour parler de la nature, mais c'est le moment venu de l'histoire du jour. Alors, ouvert en 1907, le collège Berthelot au Mans avait une particularité, laquelle? Il s'agit du seul lycée de jeunes filles de la ville, le deuxième lycée militaire sartois, ou était-il ouvert seulement aux Manceaux? Donc je vous rappelle que c'était en 1907. Collège Berthelot, donc que tout le monde connaît rue Berthelot, donc je vous invite à réfléchir chez vous. Je pense que bon, c'est facile. Hein. Serge connaît, je suis sûr. Joannick? Non, pas du tout. Non? Au hasard? Non? Une petite idée qui pourrait 1907? Peut-être le A, c'est le lycée de jeunes filles. Ouais. Le A. Julien aussi, oui. Et Pascal, Oui, idem. Bon, je pense que vous confirmez, mon cher Serge. Quand j'étais normalien, je me souviens que c'était le seul lycée de jeunes filles. L'école normale des filles était beaucoup plus loin, sur Coulennes. Là, c'était pas loin. C'est ça. Le collège Berthelot donc, est un établissement public mixte du Mans aujourd'hui, qui a compté jusqu'à près de 1000 élèves pendant les années 90-2000, donc juste après moi aussi, parce que j'étais un ancien de Berthelot, et fréquenté notamment par des autrices comme Jeanne Bourrin et Catherine Paysan, que vous connaissez bien évidemment. Il prévoit d'abord, donc en 1907, d'avoir 3 grands bâtiments qui existent toujours aujourd'hui, plus longs et plus hauts,
avec seulement un étage chacun. Voilà, on peut dire que c'est un lycée patrimonial qui fait partie du domaine historique de la ville du Mans, avec une très belle façade, effectivement. Le moment est venu de parler du parc Normandie-Maine avec vous, mon cher Joannick Chevreau, à l'occasion d'une manifestation qui se déroulera samedi prochain dans votre village, c'est-à-dire à... Un des villages... samedi 29 mars, ouais, vous allez nous dire justement toutes les communes qui sont concernées par ce... puisqu'il s'agit de... Oui, c'est ça. Oui, et ça fait un peu la transition avec la avec ce que chronique vient de dire Serge, ouais. puisque du coup on va reparler des oiseaux. En fait, samedi prochain, du coup, on tient une animation qu'on a nommée à la table des rapaces nocturnes sur la commune d'Asselboine, qui est en fait un atelier pour découvrir d'une part la biologie des rapaces nocturnes, donc les chouettes et les hiboux, tout en découvrant aussi leur régime alimentaire, parce qu'il faut savoir que les oiseaux, ils n'ont pas de dents, donc ils sont obligés en fait d'avaler tout cru leur proie, et ils régurgitent les choses qui ne sont pas en mesure de digérer, notamment les os, les poils, et en fait à partir des os, on est capable de retrouver, via notamment les crânes, quelle espèce de micro-mammifères. Donc les micro-mammifères, c'est les campagnols, les mulots, les musaraignes, qui en fait peuplent nos campagnes. Et donc du coup, l'idée, via cette animation, qui est une forme d'atelier participatif, c'est de faire découvrir, et d'une part, les oiseaux nocturnes, et d'autre part, les micro-mammifères de notre territoire. Sachant qu'en fait, cette animation-là, qui se tiendra donc samedi à 10h, en face de la mairie d'Asselboine, s'inscrit en fait dans un projet plus global qui est un atlas de la biodiversité communale qui est porté sur 5 communes des Alpes-Mancelles qui sont Asselboine, sous Gilles-Ganelon, Saint-Paul-le-Gautier, Saint-Léonard-des-Bois et Moulins-le-Carbonel, merci, dans lequel c'est un projet plus global qui va se tenir sur 3 ans et sur lequel on répond à 3 grands objectifs. Donc c'est animé par le parc et Géoparc Normandie-Maine avec l'appui des communes et financé par l'Office français de la biodiversité pour améliorer la connaissance de la biodiversité locale. Donc l'idée c'est de faire des inventaires faune et flore pour découvrir en fait ce qu'il y a au plus proche de chez nous, le faire découvrir aux habitants. Donc du coup il y a des gros programmes d'animation, donc comme celle que je viens de vous présenter. Ouais. Il y en a régulièrement, à peu près une tous les 15 jours jusqu'à décembre prochain. Le faire découvrir aux enfants. Il y a des projets pédagogiques pour derrière essayer de se tourner vers comment en fait permettre de mieux préserver la biodiversité au quotidien en proposant des actions simples à mettre en place pour chacun, qui vont notamment vers des actions de gestion différenciée, c'est-à-dire ne pas tondre tout le temps pour laisser des zones aller jusqu'aux fleurs pour que les insectes viennent, etc. Et donc du coup tout ça en gros ça va être réalisé entre 2024 et 2026 sur ces 5 communes qui en fait sont partie prenante dans le projet. Et donc là vous comptez vraiment sur l'investissement, sur la participation des habitants pour effectuer ce recensement? Tout à fait. L'idée c'est que c'est aussi un projet citoyen, donc bien sûr nous on y travaille au quotidien, mais derrière en fait on a aussi besoin des habitants qui vont être nos vigies locales, les personnes qui vont le plus observer la nature au quotidien sur le territoire. Et donc du coup on essaye de mettre en place un observatoire participatif, c'est-à-dire que moi j'incite tous les habitants à me faire remonter ce qu'ils observent, que ça soit le rouge-gorge, la jonquille, etc., même dans leur jardin. Oui, parce que là sont concernés la faune et la flore. La faune, la flore et même la fonge, que je n'ai pas précisé, qui sont les champignons. Donc en fait, on peut faire remonter tout type d'observation. Et l'idée, c'est que moi, ça puisse alimenter en fait cet atlas, de manière à ce qu'à la fin, quand je ferai la restitution, ça soit le plus complet possible, le plus diversifié, et que derrière, on puisse vraiment, autant que possible, valoriser la biodiversité locale du territoire. Ça veut dire que samedi prochain, donc combien de personnes seront possiblement admises je pense que c'est on a une jauge à 20 personnes. Après, on a encore les inscriptions sont encore ouvertes. Oui, parce qu'il y aura d'autres dates, je suppose, après. Il y a, du coup, tous les 15 jours à peu près. Donc derrière, on va avoir une animation à Saint-Léonard sur la découverte des papillons, qui se tiendra le 2e week-end d'avril. Et puis le 26 avril, on en aura une nouvelle sur les serpents. L'idée, c'est vraiment de varier les thématiques pour essayer de faire découvrir autant de groupes que possible, que ce soit dans la faune, dans la flore et plus largement dans la biodiversité. Joannick, dans le cadre de cet inventaire, est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur la disparition des insectes qui ont vraiment, depuis une trentaine d'années, on peut dire vraiment disparu, pas quasiment, mais pour beaucoup? C'est un gros constat, depuis maintenant de plus en plus d'années, on s'est documenté, mais pendant longtemps, ça a un peu resté discret parce que c'est quand même des espèces qu'on a tendance à oublier d'observer, c'est-à-dire qu'elles sont omniprésentes dans notre environnement, on les voit régulièrement, mais pour autant, on ne se rend pas forcément compte de la diversité qu'il y a derrière. Il faut savoir que les insectes
dans la biodiversité, particulièrement la biodiversité locale, on est quand même sur un des groupes les plus diversifiés. On est sur plusieurs milliers d'espèces différentes. Ouais. Et donc du coup, en fait, mais elles sont toutes petites, elles font pas beaucoup de bruit pour la plupart. Donc du coup, on a un œil qui parfois est biaisé, on n'a pas la sensation d'en voir autant de différentes. Et malheureusement, les constats, notamment via les études, etc., montrent qu'il y a une baisse et de la quantité et de la diversité. C'est-à-dire qu'on perd des espèces, mais on perd aussi en abondance. Donc l'abondance, on le ressent par exemple sur les pare-brises, quand on voit qu'on a moins d'impact qu'avant, quand on roule. C'est vrai. Mais la diversité, on s'en rend compte plutôt quand on a l'impression de ne plus voir certains papillons, certaines couleurs de papillons qu'on avait l'habitude de voir dans notre enfance. Et donc c'est un gros constat qui est souvent rattaché au réchauffement climatique, à la modification des paysages, le fait qu'on ait perdu des haies, qu'on ait eu des modifications dans les zones humides, on a perdu des espèces. Et puis derrière aussi à l'industrialisation et l'arrivée notamment des produits chimiques qui ont fait aussi beaucoup de mal pour certains groupes d'espèces. Ouais. Tout particulier. Ok, écoutez, merci en tout cas Giovanni Chevreau d'être passé nous voir pour nous parler. Donc rendez-vous à Asselboine samedi prochain à 10h du matin. Sur la place de l'église, comme on dit. Exactement. Ouais. Bon, merci. Restez avec nous. On se retrouve pour la troisième partie de l'émission avec Adriane, Gabriel et Julien Canal pour parler de karting.